Ce sont des questions qui peuvent vous apparaître d'emblée quand vous commencez à parler japonais, comme je disais tout à l'heure, rien que comment dire je, tu en japonais, c'est quand même basique, et ça ne fonctionne pas du tout comme on y est habitué, mais ça concerne l'ensemble de la culture. Par exemple, ça a un rapport avec l'animisme, le Shinto, qui était une des deux grandes religions des Japonais, l'autre étant le bouddhisme, le shintoïsme qui est un animisme, qui considère les êtres vivants comme en fait doués d'une âme, et la capacité de se mettre à la place d'eux. Et ça rejoint des questions à laquelle j'ai très brièvement fait allusion tout à l'heure à propos d'Imanishi, et c'est resté à développer. J'ai parlé d'Imanishi surtout à propos de la théorie de l'évolution. Donc là, c'est comme je disais, personne ne connaît la réponse. Mais il y a quand même des façons très très différentes de poser la question. Mais Imanishi, il est aussi, en tant que primatologue, l'initiateur d'un changement de paradigme, dixit Franz de Waal, qui n'est pas n'importe qui, n'importe quel primatologue. Mais être capable, en somme, de traiter des singes quasiment comme des êtres humains, ça réclame une tournure d'esprit qu'un Européen n'avait pas au départ. Hein, parce que c'est vraiment pas du mécanicisme cartésien, ça. La théorie de l'animal-machine, un Japonais ne l'aurait jamais imaginé. Et c'est ça. Donc on est vraiment en ce moment dans une période de l'histoire humaine, parce que ça touche l'ensemble de la planète, et toutes les cultures, où le paradigme moderne classique, je précise bien classique, est en train d'être complètement dépassé. Seulement, on n'a pas encore mis en place un paradigme qui lui succéderait. Parce que c'est très très complexe. Imaginez par exemple le mécanicisme cartésien qui va avec le dualisme. Pourquoi ça va avec le dualisme? Parce que dans la mesure où le cogito accapare toute subjectivité, le fait d'être un sujet et non pas un objet, puisque le reste c'est des objets, sauf mes semblables, mais tout le reste c'est des objets, y compris les animaux machines, c'est de la mécanique. Et ça fonctionne comme des horloges. Horloge qui, à l'époque de Descartes, était du genre masculin. Hein. Bon. Est en train de voler en éclats. Enfin, je dis en train de, c'est quand même pas d'hier que l'éthologie, etc., nous ont montré que ça n'est pas du tout ça la réalité du vivant, mais plus particulièrement depuis une quinzaine d'années, ça c'est vraiment très récent, au-delà des animaux. Maintenant, les végétaux, et on doit se dire tout le vivant. Il y a quelque chose que on est en train de découvrir et qui excède radicalement le cadre ontologique, c'est-à-dire à la fois ontologique et logique du paradigme occidental moderne classique. Ça fait POMC. POMC. Paradigme occidental moderne classique. Pourquoi classique? Parce que c'est justement le paradigme qui s'est établi au XVIIe siècle et qui a commencé à se fissurer dès le début du XIXe siècle. Ça a commencé avec les géométries non euclidiennes, Lobachevsky et d'autres. Donc, au début du XIXe siècle, succédant à la géométrie euclidienne.
comme non euclidienne. Bon. À partir de là, de loin en loin, ça, ensuite, bon, en sautant les détails, ça va être au XXe siècle la floraison du quantique. Tout à l'heure, j'ai dit un mot de Heisenberg, parce que en tant que non-physicien, non-scientifique et ex-nul en maths, parce que c'est un petit détail, retour en arrière, j'ai réussi à passer le bac avec 0 en maths. Aujourd'hui, ça serait éliminatoire. Mais jadis, c'était possible, parce que j'avais de bonnes notes ailleurs. Bon, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas du tout à la science, pas du tout, c'est la formalisation que je n'aime pas. Mais pour les principes, les idées guides, là, oui, je m'y intéresse fondamentalement. Et au point que certains m'ont... Alors là, c'était vraiment... ça touche au surréalisme. J'ai pu être traité de scientiste. Quasiment, je me suis fait un jour quasiment traité de scientiste par Michel Deguy, un colloque qui avait lu un colloque de poésie à Nantes. Pourquoi est-ce que je participais à un colloque de poésie à Nantes? C'est parce que, en tant que japonisant, j'ai pas mal travaillé sur le haïku. Mais pas du tout d'un point de vue de littéraire. C'est d'un point de vue de mésologue, parce que le haïku est une porte d'entrée fascinante pour le sens, justement, le rapport de la société à la nature. Je pourrais en dire un mot tout à l'heure. Mais donc, le paradigme, le POMC, que j'ai entendu quelqu'un, c'était un colloque à Cerisy. Un colloque à Cerisy, c'était le colloque sur la mésologie en 2017. Quelqu'un, jusque-là, avait lu POMC, il avait lu Ponk. Ponk, c'est comme on dit punk, c'est une pensée punk. Bon, c'est vous dire comment les idées circulent. Avec ça, excusez-moi, je suis en train de perdre un petit peu le fil. Oui, et j'ai même totalement perdu le fil. Si quelqu'un pouvait me rappeler de quoi je parlais à l'instant. On était dans la capacité de la pensée japonaise, oui, à établir un lien avec, oui, parce que c'est la relation qui compte. Voilà. Et donc, il n'y a fondamentalement pas de dualisme, même si le dualisme est rentré en force via les sciences dures, il n'a cessé d'être repoussé via les sciences molles, et tout ce qui concernait l'identité japonaise, parce que ça, il y a vraiment tout un secteur de la littérature japonaise, dans les sciences sociales et ailleurs, qui s'appelle nippologie. Les nippologies, ça consiste, c'est des traités sur la japonité, qui essentiellement consistent à opposer le Japon au reste du monde. Mais en fait, le reste du monde, ça se borne à l'Occident. Et dans l'Occident, ça se borne en fait surtout aux États-Unis. Mais bon, c'est normal, c'est historiquement normal. Ce qui fait du Japon, qu'on appelle ça en linguistique, un apax, qui n'arrive qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. Un jour, il y a quelqu'un qui a écrit, c'est l'unique uniqueness, the unique uniqueness of the Japanese. Enfin bon, la singularité unique ou l'unique singularité des Japonais, ce qui est une caricature. Parce que, en fait, des choses qui sont dites de cette unicité, là il y a un adjectif savant qui... immarcessible unicité de la culture japonaise. Immarcessible, vous connaissez ce terme? Non, hein, ça veut dire inflétrissable. Japonité, dans d'autres domaines, elle est bafouée. Et justement, dans le domaine des sciences dures, les Japonais ils ont des prix Nobel en physique et tout ça, des prix Fields, des médailles Fields en maths et tout, donc ils sont tout à fait en première ligne, tout autant que tous les Occidentaux. Enfin, en quantité, évidemment, ça, il y a les États-Unis d'abord, mais bref. Parallèlement, et je vous donne un exemple concret, Imanici.
les théories de Imanici en évolution, concernant l'évolution, étaient en fait très influencées par la philosophie de Nishida. La philosophie de Nishida, qu'on peut emblématiser par une expression qu'il a employée souvent, et qui est ce qu'il appelait logique du lieu, et quasiment synonyme logique du prédicat. Basso no Ronri et Jutsugo no Ronri. Qu'est-ce que c'est qu'une logique du prédicat? C'est une logique qui, comme lui-même ne l'a pas mis clairement sur le papier, mais qui a été plus tard montré clairement par un autre philosophe, Nakamura Yujiro, la logique du prédicat, ça aboutit à absolutiser le prédicat. C'est fondé sur l'identité du prédicat, alors que la logique aristotélicienne est fondée sur l'identité du sujet. Je vous explique en 2 mots. Dans le cas d'Aristote, c'est très simple. Vous prenez le syllogisme typique, classique. Tous les hommes sont mortels. C'est la prémisse majeure. Or, ça c'est la prémisse mineure. Or, Socrate est un homme. Conclusion, Socrate est mortel. En fait, ça ne tient pas debout, parce que ça n'est pas logique. En fait, c'est l'expérience qui vous le dicte, parce que pour pouvoir poser la majeure, vous devez déjà connaître la conclusion. Donc, logiquement, c'est idiot. J'exagère, néanmoins, c'est Stuart Mill, qui n'était pas japonais, mais qui était anglais, au XIXe siècle, qui a montré ceci que je viens de vous dire, que c'est absurde, puisque pour poser la majeure, vous devez connaître la conclusion. Parce que pour poser que tous les hommes sont mortels, vous devez savoir déjà que Socrate est mortel, parce que imaginez que Socrate ne soit pas mortel. Vous ne pouvez pas poser tous les hommes sont mortels. Bon, ce qui permet de le dire, c'est simplement l'expérience, et non pas la logique. Voilà. Bon, mais ça, c'est un détail. Mais grosso modo, ça fonctionne. Et c'est l'identité du sujet. Vous avez un grand sujet qui est l'humanité, tous les hommes. Ensuite, vous avez un petit sujet, Socrate, qui appartient à tous les hommes. Il est dedans, il est inclus dans tous les hommes. Et le prédicat de tous les hommes étant être mortel, Socrate qui est inclus là-dedans, lui aussi, il a le même prédicat. Et il ne peut pas avoir un autre prédicat. Hein? Donc, parce qu'il y a identité du sujet. Comment fonctionne une logique de l'identité du prédicat? Eh bien, à l'inverse, c'est donc le prédicat qui est le même. Et là, Nakamura, ça c'est pas Nakamura Yujiro, qui était notre contemporain, enfin un peu plus vieux que moi, il avait une quinzaine d'années de plus que moi, il est mort il n'y a pas longtemps, mais il a montré dans un livre sur Nishida, justement, sur Nishida Kitaro, il a montré la parenté entre cette logique de l'identité du sujet, du prédicat, excusez-moi, chez Nishida, et ce que un psychiatre qui s'appelait Silvano Arietti, italo-américain, avait montré à propos des schizophrènes et qu'il avait appelé paléologique. Qu'est-ce que c'est que la paléologique? Eh bien, en réalité, c'est comment fonctionne l'inconscient. Et il prenait, Nakamura reprenait un exemple, l'exemple d'une des patientes qu'avait eu à soigner Arietti. C'était une jeune fille qui se prenait pour la Vierge Marie. Bon, imaginez, c'était une Italienne, en milieu italien, elle se prenait pour la Vierge Marie, et Arietti avait décomposé son raisonnement, et là c'est entre guillemets le raisonnement, c'est la Sainte Vierge était vierge. Or, je suis vierge, donc je suis la Sainte Vierge. Et là, c'est parce qu'il y a identité du prédicat qui est la virginité. C'est complètement dingue. Mais vous me direz, quand j'expliquais ça à mes étudiants, en particulier mes étudiants du DEA paysage, parce qu'il y a eu un DEA paysage dans le temps,
Je leur donnais l'exemple du surfeur. Un surfeur a une planche à surfer. Il a son board. Or, j'ai une planche, donc je suis surfeur. Vous dites, bon, ça, c'est un peu exotique, hein, parce que tout le monde ne connaît pas le surf. Moi, en tant qu'Hollandais, je connais. Je ne suis pas pratiquant, enfin, je ne suis plus. Mais bon. Donc, prenons un exemple que tout le monde peut voir à la télé. La télé est juste derrière vous. Et tout le monde a vu, toutes ces dernières années, un beau type, hein, qui s'appelle George Clooney. Et qui voit, que boit-il? Un espresso. Bon, George Clooney boit du Nespresso. What else? Alors, je cours acheter la machine Nespresso et je vais boire du Nespresso. Donc, je suis George Clooney. Vous me direz que... Mais ça fonctionne comme ça. C'est le principe même de la pub. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'un autre anthropologue, j'ai oublié son nom, en fait, il était surtout littéraire plutôt qu'anthropologue. Il a parlé du mimétisme. René Girard. Oui, René Girard. Mais parce que le mimétisme, c'est ça qui nous motive. On veut faire comme les autres. Et donc on imite. Et toute la pub, et en particulier, et de plus en plus, parce que plus on la regarde et plus ça devient cela, vous voyez des êtres beaux, enviables, qui consomment. Alors moi aussi je vais consommer. Alors, ceci pour dire que si vous avez le même prédicat, par exemple, si vous achetez la même machine à Nespresso que George, vous êtes aussi beau que George. Hein? Ou que... Voilà. Et on a toutes sortes d'exemples de ce genre. Et ce n'est pas seulement la pub. En réalité, le mimétisme vaut dans tout le monde vivant. Un colloque qui a eu lieu en 2017 sur la mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène, c'était le sous-titre. La mésologie, un autre paradigme pour l'anthropocène. Je vais vous montrer le livre après. Ma communication, je l'ai faite sur la trajection, et ça comprenait entre autres cette question de la logique du prédicat. Et je prenais un exemple que j'ai trouvé dans un livre écrit par une entomologiste, ou entomologue, je ne sais pas comment on dit. Bref, vous savez, étudie les insectes. Et cette dame, elle a étudié en particulier un insecte bizarre qui est myrmécophile, c'est-à-dire copain des fourmis. Il aime les fourmis, à tout titre, entre autres parce qu'il les bouffe. Mais il est myrmécophile parce qu'il est capable, j'ai oublié son nom scientifique, mais il est myrmécophile, il est capable de pénétrer dans les fourmilières et de vivre avec les fourmis parce qu'il est capable, par mimétisme, de exuder certains effluves que l'on peut décomposer chimiquement, qui sont les mêmes que les fourmis exhalent elles-mêmes. Donc, c'est j'ai oublié chimiquement, hein, plus ça c'était il y a 2 ans, mais à l'époque je vous donnais la formule chimique et tout. Et ça faisait beaucoup plus sérieux qu'ici. En tout cas, c'est exactement le même principe. Il dit, le myrmécophile en question, il dit, les fourmis, ça c'est la prémisse majeure, les fourmis exhalent, ça s'appelle des alcènes. Des alcènes. Or, j'exalte des alcènes, donc je suis copain avec les fourmis et je vais bouffer leurs larves. Et les fourmis, nous exhalons, ou exsudons, je ne sais pas quel est le terme, des alcènes. Or, ce métèque exude des alcènes, donc c'est notre copain. Et voilà, mais ça, c'est pas une blague, hein, il y en a des tas d'exemples dans le monde du vivant. Et c'est une logique, donc c'est une logique
dans le vivant, parce que ça n'est pas la seule, et la logique logosique, c'est celle qui a permis justement de développer une logique du sujet, c'est Aristote, et c'est une des sources de la science moderne, parce que la science moderne s'est acharnée à trouver l'en-soi. Et vous savez que le sujet du logicien, ce dont il s'agit, c'est l'objet du physicien, hein, ce que j'observe. Sujet, objet, vous voyez, le mot sujet est un des plus traîtres, peut-être le plus traître de toute la langue française, et de toutes les langues européennes, hein, elles sont toutes, voilà, sujet. Et alors, moi j'ai découvert ça en lisant un livre que Nakamura Yujiro, dont j'avais fait la connaissance en 83. Il était venu à Paris, avait donné une ou deux conférences au Collège international de philosophie. J'ai fait sa connaissance et par la suite, je ne veux pas dire on est devenus amis parce que c'était un monsieur célèbre et plus âgé que moi, mais on était en très bons termes pendant de nombreuses années. Et je l'ai même invité à participer à un colloque, pas plus qu'un colloque, je l'ai invité à participer à un programme de recherche internationale. C'est celui que j'ai lancé juste avant celui dont j'ai parlé il y a un instant, qui était l'habitat insoutenable. Là, c'était le dépassement de la modernité. Le dépassement de la modernité, Kindai no Chokoku, c'était un mot d'ordre qui a eu cours au Japon dans les années 30 et 40, et surtout les années 40, issu de l'école philosophique de Kyoto, laquelle était centrée sur Nishida Kitaro, la philosophie de Nishida. Il a été ce qu'on appelle un maître à penser. Et parmi ses disciples, pas lui directement, mais parmi ses disciples, il y en a qui ont organisé en juillet 42 à Tokyo un colloque sous le titre « Le dépassement de la modernité ». Retenez bien la date, juillet 42. Alors, d'abord le thème, dépassement de la modernité, ça veut dire bien évidemment dépasser la modernité occidentale, puisque modernité égale Occident, hein, dans l'idéologie du XXe siècle. Or, c'était cela que le Japon, et tout particulièrement le militarisme japonais de l'époque, lié à l'idéologie ultranationaliste qui divinisait l'empereur. L'empereur était divin depuis les origines, mais tout particulièrement à cette époque-là, de l'ultranationalisme. Donc, de penser cela. Alors, je répète la date, juillet 42. En décembre 41, vous savez ce qui s'est passé en décembre 41, c'est Pearl Harbor. Et tout le début 42, le Japon a pu penser qu'il allait gagner la guerre du Pacifique, parce qu'il n'arrêtait pas d'écraser les Américains et les Anglais. En Indonésie, c'était les Hollandais, et puis en Indochine, c'était les Français. Bref, il était en train de balayer l'Occident, mais il n'avait pas mesuré. Et en fait, c'était l'armée de terre qui n'avait pas mesuré l'adversaire, parce que la flotte, qui était plus internationale, elle se méfiait davantage, mais c'est l'armée de terre qui a lancé les opérations. D'abord en attaquant la Chine, dans les années, c'était l'affaire de Mandchourie, ça. Bon, ça s'est passé comme ça. Et une fois lancé, on ne pouvait plus arrêter le train. Donc, en juillet 42, ils organisent ce colloque. Or, qu'est-ce qui s'était passé un mois avant? Il y a eu Midway, et la flotte japonaise a subi des pertes irréparables. À partir de là, un observateur impartial savait que le Japon était vaincu. Mais la guerre a duré encore jusqu'à la bombe atomique. Donc ce colloque a lieu à un moment où les intellectuels croyaient encore qu'on était en train de Chokoku, c'est surpasser, dépasser l'Occident, la modernité occidentale. Et au cœur de ce dépassement de l'Occident, il y avait la pensée de Nishida.
Et j'avais donc lancé ce programme après avoir découvert, à l'occasion d'un colloque, d'un séjour à Kyoto qui avait duré 6 mois, j'avais découvert un beau jour, dans une librairie de gare, un livre d'un philosophe sur le dépassement de la modernité. Alors ça m'intéressait directement. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait, mais l'idée, puisque à l'époque, on était en 94, l'automne 93 et début 94. Il n'y avait pas encore eu le tremblement de terre de Kobe, qui a eu lieu quelques mois après. Et le tremblement de terre de Kobe a montré l'incapacité du gouvernement. Finalement, c'est les habitants qui ont. Bref, l'administration a été complètement dépassée. Et puis peu après, il y a eu la crise, l'éclatement de la bulle. C'était plus ou moins avant, plus ou moins après, mais bref. À ce moment-là, la bulle qui avait gonflé dans les années 80, et le Japon se voyait dépasser les États-Unis à échéance de quelques années. Et puis, ça a été la décennie perdue, comme on l'appelait. Bref, désillusion totale. Et après ça, il y a eu la Chine qui est venue remplacer le Japon. Aujourd'hui, les Japonais sont assagis. Mais quand j'avais lancé ce programme justement parce que qu'est-ce que c'est que dépasser l'Occident, dépasser la modernité? Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça a été l'occasion d'un programme qui a duré plusieurs années, qui a donné naissance à 3 livres, cette fois-ci qui était devenu vraiment de la philo. Qui sont? Alors, c'est Logique du lieu et œuvre humaine, publié chez Houssia à Bruxelles, et ensuite Logique du lieu et dépassement de la modernité, 2 volumes, chez Houssia à Bruxelles. Le premier, il a été co-dirigé par moi-même et par un philosophe, parce que je n'osais pas me mettre tout seul en avant. En fait, c'est moi qui ai tout fait, mais comme c'était vraiment de la philo, moi, géographe, je n'osais pas me mettre tout seul comme directeur. Mais pour le deuxième, là, je me dis, bon, allez, on y va les gars.